On repart les amis, on repart avec Rodolphe Karl, le fondateur de Babylou. Bonjour Rodolphe. Bonjour Stéphane. Ravi de te recevoir ici. Babylou est une de ces histoires entrepreneuriales comme on en a peu. Je me disais des fois d'ailleurs, alors je sais pas quelle est elle est pas publique parce que là il y a eu un deal dont on va parler où vous êtes deux frères d'ailleurs, avoir monté cette aventure et où vous cédez la majorité du capital à un fonds d'investissement. La valorisation elle est publique de Babylou? Non, elle est confidentielle, mais il y a des chiffres sortis dans la presse entre 1 milliard et 1,5 milliard. Et est-ce que des fois, t'es pas jaloux de les licornes, et vous êtes gentils, les amis, mais... Alors, d'abord, tu vas nous dire, il y a de la tech, et puis nous aussi, on est une licorne, et on est une licorne mondiale. Il y a pas... On t'oublie pas un peu dans le panorama? C'est vrai que parfois, je me suis fait la remarque, on était complètement sous le radar, parce qu'on n'est pas tech. Après, on n'est plus trop dans le délire de l'autosatisfaction, des chiffres, etc. Même si ça fait plaisir, évidemment, à l'entrepreneur. Mais contrairement à des boîtes de tech qui ont une scalabilité de par leur modèle digital, on a quand même du très concret, nous, dans notre métier, avec des établissements physiques, des centaines, des milliers de salariés, des dizaines de milliers d'enfants. 10 000 salariés, bon Dieu, quand j'ai vu ce chiffre. Oui, un peu plus de 10 000 dans le monde, dont la moitié en France. Et avec une hétérogénéité des cultures, des langues, des nationalités, enfin, c'est fantastique. On a sur nos plateformes sociales internes à l'entreprise, si on utilise Workplace, qui est le Facebook des entreprises, des groupes, des communautés qui s'installent par métier de façon très spontanée, et on voit des échanges entre l'Inde, Singapour, les États-Unis, l'Argentine, la France. Et des échanges sur des savoir-faire, sur des bonnes pratiques. Et on parle de l'éducation, c'est universel. Ah mais bien sûr. Donc éducation, petite enfance, Babylou, enfin voilà, j'ai pas besoin de faire le sketch. Si, c'est important quand même sur ta capacité justement à attirer la lumière, à attirer les investissements, à ce que le secteur soit considéré comme un secteur en croissance. Moi, j'étais sidéré, mais il y a un moment que j'ai remarqué ça, en fait, en regardant ton histoire, qu'il y a une excellence française sur ce sujet. Oui, et qui commence à être reconnu. Vous êtes quoi? Vous êtes 3-4 groupes de taille mondiale aujourd'hui, c'est ça, français. On commence tous à développer l'international. Et je te racontais une anecdote qui m'a fait un peu mal au cœur, mais qui est tellement vraie pour l'image de la France. C'est quand on est allé au Moyen-Orient, à Dubaï, où on est un des plus gros acteurs à Dubaï et Abu Dhabi. J'ai commencé par le ministère de l'Éducation. Et la ministre m'a dit, mais... c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous voulez développer dans notre pays, etc. Et je me suis dit, comme bon franchouillard qui a été élevé avec l'image que la France est rayonnante dans le monde entier, je me suis dit, attends, ils vont me recevoir avec un tapis rouge. Que dalle. Et on dit, mais au fait, vous êtes dans quel niveau du classement PISA? Parce que nous, vous savez, comme on avait avant juste un banc de sable, on a demandé à des professionnels de nous faire un panache des 5 premier du classement PISA pour le programme éducatif de notre pays. Donc, classement PISA, c'est l'excellence de l'éducation. Hein. Voilà. On va dire comme ça. On ne vous a pas vu. Vous n'avez jamais été dans les rapports qu'on nous a délivrés sur l'excellence de l'éducation dans le monde. Et donc ça fait mal au cœur. On est quoi? On est 25, 26e, je crois. Exactement. Essentiellement pour des problèmes de mauvaise insertion sociale et d'inégalité qui se creusent au fur et à mesure que tu avances dans l'âge des enfants. Tout à fait. Donc ça fait mal au cœur. Et Babylou, à sa petite échelle, commence à poser des jalons de l'excellence éducative française, alors au niveau de la petite enfance, mais on a compris en 20 ans, là, avec les neurosciences et avec le digital qui arrive de plus en plus tôt auprès de nos jeunes enfants, à quel point ces premières années, même ces premiers mois de la vie, sont déterminants pour la réussite de l'enfant après. Et avant qu'il soit englué dans le digital et les plateformes des GAFA, on peut leur bâtir un vrai cerveau très humain, de l'intelligence humaine et pas artificielle, pour les préparer au monde de demain. Le père de famille nombreuse que je suis a été, à un moment, il y avait un bouquin qui s'appelait notamment « Tous jouent avant 6 ans ». Ouais, bien sûr. J'ai toujours trouvé que ça traumatisait les parents. J'ai toujours trouvé, je dis, mais c'est pas, c'est comme ça qu'on voit, enfin, c'est comme ça qu'on voit des parents devenir hystériques sur des pauvres marmots qui... Et maintenant, quand on est vieux, on a envie de leur dire, on est en forêt, etc. Mais laisse-le jouer, bon Dieu, laisse-le vivre, laisse-le se traîner dans la boue, laisse-le tout. Exactement. Oui, mais tu comprends, c'est une pression. Ça met la pression. Qui m'a toujours posé un problème, Rodolphe. Ça met la pression, et du coup, la réponse à cette pression, c'est les parents se stressent, et les enfants le ressentent. Ouais. Alors, en fait, ce dont les enfants ont besoin, c'est juste de la sécurité affective, où on sent qu'avec ses parents, on est en sécurité pour explorer, pour découvrir, pour recevoir.
Et il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la pression. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire, alors j'allais y venir de toute façon un peu plus tard, mais allons-y, c'est le léger pivot que tu es en train de faire d'une garderie améliorée. Tu es en train de devenir un groupe d'éducation en fait. C'est exactement ça. Et dans la case EdTech, tu vas pouvoir rentrer dans la bonne case des corps. Ça a été accéléré par un phénomène de différence dans la France et les autres pays. C'est qu'ici en France, c'est le seul pays où le 0-3 ans est rattaché au ministère de la Santé et pas de l'Éducation. Dans tous les autres pays où nous sommes, je savais même pas ça. Nous sommes dépendants du ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que la vision politique du 0-3 ans est très différente entre la France et le reste. Et ça a une raison historique. C'est sorti de la guerre, en 1945, on crée les PMI, les services de PMI, protection maternelle et infantile dans les conseils généraux, et on est dans un réflexe de protection de la nation, post-guerre, où on dit, à la naissance, on va protéger les enfants, et on a une approche santé. Faire reculer la mortalité infantile au maximum. Ouais. Dans tous les autres pays, le 0-3 ans est considéré comme un enjeu éducatif. Parce que tout ce qui est santé, sécurité, hygiène, c'est le b.a.-ba. Donc de toute façon, c'est là. Et en arrivant dans nos nouveaux pays, on a été d'abord dans des discussions avec les institutions publiques, les autorités qui sont beaucoup plus éducatives que santé. Et on a couvert le 0-6 ans, parce que l'école ne commence pas à 3 ans, mais à 6 ans, dans la plupart des pays. Et donc, alors qu'on était très français, on se disait, nous, on est sur le 0-3, on ne traite qu'avec des médecins, des infirmières. Après 3 ans, c'est l'éducation, c'est Blanquer, c'est l'école maternelle, c'est l'éducation nationale. C'est un autre monde. En fait, non, c'est pas un autre monde. Il y a une continuité. Et finalement, couvrir 0-6 ans, ça nous a donné un nouvel angle, beaucoup plus éducatif que juste sanitaire. Donc, y compris en France, alors? Ouais. On a une quinzaine d'écoles Montessori bilingues. C'est un démarrage. Mais je dirais surtout sur la France, ça change notre vision et notre approche, même sur le 0-3 ans. Et pour l'entrepreneur, si on parle business, il y a plus de valeur à aller chercher de ce côté-là? Non. Ou une nouvelle... Non. Pas en France. Pas en France, non. Pas du tout. Non. D'accord. Non, par contre, quand on fait nos analyses de marché, je me souviens quand je suis installé en Allemagne, tu sais, je suis parti 4 ans en Allemagne. Mais j'allais en dire un mot. Voilà. Non, mais juste précisons tout de suite, c'est... réfléchir, monter une filiale, Rodolphe Karl, il est pas... Voilà, je monte l'Allemagne, je pars à Munich. J'avais jamais appris l'allemand, page blanche, personne m'attend, et restart. Voilà. Je quitte mes 4000 salariés à Paris, qui, je dis, avec un COMEX hyper qualitatif, que des pros, que je drive depuis 10 ans. Et puis je leur dis, je vais moi-même me mouiller, et puis il ne faut pas que je me plante, parce qu'il faut que je montre l'exemple. Bon, ça a fonctionné, on est leader en Allemagne aujourd'hui. On fait presque 100 millions de chiffre d'affaires maintenant en Allemagne. Conseiller du gouvernement même à un moment. Tout à fait. Parce que la politique de la petite enfance est un vrai sujet, était un vrai sujet en Allemagne à un moment. Oui, ils se sont très bien rattrapés, parce que maintenant ils dépassent la France en coverage. Ce que je voulais dire, c'est quand je suis parti en Allemagne, tout le monde s'est foutu de ma gueule. On dit, mais les Allemands ne font pas les Allemands ne font pas d'enfants. Et donc, il y a un marché qui est minuscule, et en plus, c'est mal vu les femmes ne travaillent pas. De travailler quand on a une maman de jeune enfant. Exactement. Bon, sauf que mon terrain de jeu, c'est pas le 0-3 ans. Si je parle business et entrepreneur, c'est pas 0-3 ans, c'est 0-6. Donc, peut-être qu'il y a moins de natalité, mais on couvre 2 fois plus de tranches d'âge. Donc, mon cœur de cible, c'est pas les 2,4 millions d'enfants en France, c'est 6 millions d'enfants allemands. Et finalement, quand on se dit juste, on fait un raccourci, il y a moins de natalité dans un pays. D'abord, c'est pas figé, parce que depuis 2014, ça ne cesse de monter et ils sont en train de rattraper la France. Et nous, on baisse. Et ensuite, on a une taille de marché beaucoup plus élevée. Ouais. Bon, la croissance face au choc. Donc, toute cette histoire de croissance, elle s'est pris, elle aussi, et alors dans des conditions particulièrement difficiles, j'imagine. Elle s'est pris le choc du Covid. Il faut, en fait, la façon dont je pose la question maintenant aux entrepreneurs comme toi, c'est qu'est-ce que tu as appris de ce choc, de la gestion de ce choc? Qu'est-ce que tu as appris? Je pensais être résilient, parce que tu apprends avec l'expérience et tout. Là, on est passé dans un niveau de résilience, et je parle émotionnel et psychologique aussi, qui n'a rien à voir, énorme. Notre capacité à absorber les chocs, et de toute façon, on est sur le pont, il faut avancer, il faut rassurer les équipes, les clients, il faut être capable de bien délivrer quand on va réouvrir et s'adapter, mais toutes les 6 heures ou 12 heures. Parce que quand vous gérez 11 pays, dans un métier ultra réglementé, qui est très sensible sur le plan sanitaire et social, et dont les gouvernements vont avoir besoin pour relancer la machine économique à la sortie,
je crois qu'on ne se rend pas compte de l'agilité dont on doit faire preuve à une échelle immense. Hein. Toutes les 6 heures ou 12 heures, on avait une nouvelle disposition, soit opérationnelle sanitaire à implémenter dans nos crèches dans un pays ou un autre, soit de business model ou de subvention à plugger dans notre modèle pour qu'on ne meure pas pendant ce confinement et qu'on puisse être opérationnel avec tout notre personnel à la sortie. Donc, moi, je crois que le premier enseignement, c'est la résilience et l'agilité. Ouais. Hein. Et nos équipes ont été incroyables. Ben voilà, c'est ça. Incroyables. Et je trouve que cette adversité à laquelle on a dû faire face a énormément soudé les entreprises et a fait tomber, mais du jour au lendemain, toutes les barrières psychologiques au changement. C'est tout ce qui est installé. Ah ben ça, on peut pas, c'est compliqué. Ah ben on peut pas changer ça. En fait, là, tout est tombé d'un seul coup, et on le voit aussi à l'échelle du gouvernement. Dans les rapports entre le patronat et les syndicats, enfin, tout à coup, il y a des automatismes qui étaient installés depuis des décennies qui disparaissent. Et on prend plus de temps, on prend plus de temps pour parler d'un sujet de réforme, on passe à côté de la loi parce qu'on n'a pas le temps de trop discuter, il faut juste délivrer. T'as raison. Et la France était championne du monde sur le sujet. Même les Français, ils ont réussi à dépasser ça. Et les lourdeurs administratives... Alors, question juste structurelle, mais l'une des clés du succès de Babylou, ça a été de s'adresser aux entreprises et comprendre qu'il y avait un gisement sur les crèches d'entreprise. Ouais. Bon, là, télétravail. Ouais. Est-ce que tu réfléchis, tu es dans la situation de Sodexo, c'est-à-dire, ah oui, mais s'ils sont à la maison, ils ne vont plus amener les mômes dans les crèches d'entreprise. Est-ce que pour toi, il y a un changement structurel ? Alors... en 2010, avec toi, j'ai annoncé publiquement la création de 1001 crèches, je ne sais pas si tu te souviens, oui, absolument. Qui était une révolution dans notre secteur, qui est de ne plus concevoir la crèche comme la crèche dans mon bureau, sur mon lieu de travail, mais la crèche d'entreprise près du domicile des salariés. Et je t'avais dit, tu verras, la vision, c'est que ça fait du sens pour le fonctionnement de la société, pour les salariés, d'avoir leurs enfants gardés dans une crèche à côté de la maison et non pas proche du bureau. J'avais donné même comme exemple, c'est pas le sens de l'histoire de mettre des poussettes dans le RER à 8h du mat ou de dire aux parents arrêtez de prendre le métro, prenez la voiture. T'as raison. Bon, quand le confinement est arrivé et télétravail, on s'est dit, heureusement qu'on a eu cette vision. Oui. Parce que télétravail ou pas télétravail, à la fin, l'enfant est toujours gardé à côté de la maison. Donc, il n'a pas eu besoin de changer d'univers. Les entreprises ne se sont pas trouvées confrontées à « mince, on a créé une entreprise dans l'immeuble ou à côté de l'immeuble, elle est vide ». Et on a des salariés qui, au contraire, pendant le confinement, ont encore plus compris l'intérêt de la crèche Babylou, puisque travailler avec son enfant présent dans la maison, c'est juste pas possible. Ouais. Ah oui, voilà. ça a été... Enfin, je ne crois pas que ça ait été une révélation pour les parents. Je pense que chacun le sentait. C'est peut-être pour ceux qui n'avaient pas d'enfants, justement, qui n'avaient pas compris à quel point il y avait un sujet. Voilà. Mais je vais te raconter comment on est rentré dans ce confinement et comment on l'a vécu, parce que tu posais une question tout à l'heure sur le choc de croissance. Parce que le temps tourne quand même. On a fait un gros deal, comme tu l'as dit en préambule. J'allais en parler. Ouais. Le 5 mars, on a reçu les offres préliminaires. Ah non, on n'en a pas parlé de celui-là. Je ne l'ai pas dit en préambule. Tu as fait un gros deal avec la Chine ? Non. Non. Ah non. Sur le capital du groupe Babylou. Le 5 mars, on reçoit les offres préliminaires. Offres préliminaires, ça veut dire quoi, offres préliminaires ? C'est les premières offres... de ce fonds d'investissement ? Des concurrents, qui veulent investir chez Babylou, avec objectif de signing 30 mars. Et donc, 17 mars, rideau. D'accord ? On est rentré dans ce confinement, dans cette ambiance-là. Donc, ça a été très, très dur psychologiquement et émotionnellement. Et on a tenu pour signer un deal le 6 août, dès qu'on a vu que l'économie allait redémarrer. Et on a closé le 17 novembre avec le fonds Antin, à qui on a confié le contrôle de Babylou. Nous gardons avec mon frère 25% du capital. Et pourquoi alors ? Pourquoi est-ce qu'à un moment, au bout de combien de temps 18 ans. 18 ans. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un métier qui nécessite beaucoup de capex, beaucoup d'investissement. On a poussé au max ce qu'on est capable de faire en gardant le contrôle sur une dette raisonnable et le contrôle du groupe et de la croissance. Et on ne veut pas passer 5 ans là à juste se dire on y va pépère pour garder le contrôle et démotiver toutes nos équipes qui sont là avec le couteau entre les dents pour construire un vrai leader mondial. Voilà. Et aujourd'hui... Donc c'est pour accélérer ?
C'est pour continuer notre rythme de croissance. On peut maintenant rêver très grand. On a rêvé grand et on a réalisé nos rêves, mais là maintenant on peut rêver très grand. On a des équipes exceptionnelles dans tous nos pays. On n'a pas peur, on est confiant dans l'avenir. Quand on rentre dans le confinement, on est à 11 pays, on en ressort à 12 pays. Okay, on achète une super boîte en Hollande le fin mai. Et aujourd'hui, ça y est, on démarre une nouvelle aventure avec Quentin sur une vision long terme pour devenir le champion mondial. Alors, pour devenir le champion mondial, il y a un pays incontournable, c'est la Chine. Alors, je crois que c'était d'ailleurs avec Emmanuel Macron que tu avais annoncé un deal avec une boîte chinoise qui, alors, toute petite, mais à l'échelle de la Chine, elle était déjà pratiquement aussi grosse que la tienne. Je crois que c'était ça. 10 000 persos. Bon, finalement, tu ne l'as pas fait. Et donc... On a reculé. Pour mieux sauter ou reculer pour reculer, c'est trop compliqué la Chine. Non. On a une équipe très solide à Singapour qui screen tous les dossiers de l'Asie. Et on a beaucoup de dossiers en Chine, dans d'autres pays asiatiques. On ira en Chine un jour, c'est sûr. Notre vision, c'est que Babylou, dans 50 ans, sera encore là, présent partout, et aura un impact sur le monde pour améliorer la préparation des enfants au monde de demain et l'éducation des jeunes enfants. Et on pense, et d'ailleurs ce que j'avais dit à M. Macron, c'est que finalement on a le même métier, parce que si on veut résoudre les problèmes de la société sur la tolérance, les problèmes de racisme, d'égalité entre les hommes et les femmes, l'environnement, etc., le boulot des politiques va être beaucoup plus facile si Babylou fait bien son job de 0 à 6 ans. Parce que c'est pas en mettant des milliards, des centaines de milliards pour résoudre les problèmes d'environnement qu'on va y arriver. C'est en éduquant les jeunes enfants dès le plus jeune âge aux réflexes de base du quotidien. Voilà. Donc, on a un enjeu qui est sociétal. Alors, Rodolphe, j'ai une question fondamentale. Oui. Particulièrement importante en ce moment. Mm-hmm. Les valeurs que tu diffuses sont les mêmes partout dans le monde ? Alors, les valeurs sont communes à tous nos pays et à toutes nos équipes. On s'associe avec des entrepreneurs dans chaque pays. On ne rachète pas des boîtes. On s'associe avec des entrepreneurs qui partagent nos valeurs et qui veulent construire un monde meilleur par l'éducation des jeunes enfants sur la base de valeurs très fortes, de bienveillance. Le sujet de la laïcité. Oui. Alors, le sujet mondial, je ne veux pas te mettre en porte-à-faux, mais... Le sujet de la laïcité, attention, là, on est sur un sujet de culture locale qu'on respecte. Et si, dans un pays, nous sommes installés... je te prends même l'Allemagne, on n'a pas besoin d'aller dans des pays très loin. En Bavière, il y a une vraie connivence entre l'Église et l'État. Absolument. Et on doit le respecter. C'est pas parce qu'on est français qu'on va chercher à imposer dans tous les autres pays où on s'installe notre modèle sur un sujet comme ça. Donc, quand on a fait notre gouvernance internationale, un socle de valeurs communes, indispensable. Et on travaille 3 choses seulement. People, performance et quality. Et on ne vient pas toucher à la culture éducative locale. Okay ? On aide les boîtes qu'on rachète à grandir très vite sur comment est-ce que les people suivent et comment je manage 200 crèches alors qu'avant j'en manageais 20. Comment je garde de la performance économique et sociale alors que je grandis très vite. Et comment je délivre de la qualité qui s'améliore. Parce que quand on a 20 crèches, on a l'œil partout. Quand on a 200, c'est pas pareil. Et donc, il y a des méthodes, des outils, des référentiels, des organisations. Et c'est notre savoir-faire d'entrepreneurs, de gestionnaires que nous exportons dans plein de pays. Mais on ne vient pas changer les cultures locales. C'est presque le début d'une prochaine interview. Parce que les 3 items, je pense aux entrepreneurs qui te regardent, là, qui font « Mais comment ça, il ne va pas nous les raconter maintenant, ces 3 items ?» En gros, comment est-ce que j'arrive à gérer et à nourrir ma croissance ? C'est notre savoir-faire. C'est notre savoir-faire d'entrepreneur. Mais c'est un savoir-faire propre à Babylou et propre à l'activité très particulière Tout à fait. Que tu mènes aujourd'hui. Avec des référentiels de management, avec des outils, des systèmes, de la data, du digital. Et c'est ça tes barrières à l'entrée, en fait. Oui, y a pas, ça pour le coup, il n'y a pas d'autre groupe, aucun groupe mondial n'a développé ça. Même le leader américain qui fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il n'arrive pas à s'exporter à l'international, comme on le fait. Et donc bientôt 2 milliards de dollars. On va y aller, c'est sûr. On va y aller, c'est une question de temps. Rodolphe Karl, le fondateur de Babylou, était notre invité sur Bismart.